Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée au Triomphe de la mort de Gabriele D'Annunzio, publié en 1894. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gabriele D'Annunzio, c'est un des écrivains majeurs de la littérature italienne, et en particulier de la littérature italienne contemporaine. Quand j'entends contemporain, j'entends 19e, 21e, puisqu'il a écrit fin 19e siècle, première moitié du 20e siècle. Donc c'est vraiment un écrivain majeur, tellement même que la période justement fin 19e, début 20e est surnommée en Italie l'ère d'Annunzio ou l'époque d'Annunzio, puisqu'au-delà de la littérature, il a marqué aussi la politique, il était homme politique, et il a marqué un petit peu aussi la philosophie, puisque sa littérature se rapproche beaucoup de la philosophie, sachant qu'il va écrire beaucoup de romans psychologiques, qui sont, à mon sens, également des romans philosophiques. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc un personnage vraiment très important de la littérature italienne, qui va se faire connaître en particulier pour sa trilogie I Romanzi de la Rosa, une trilogie de romans publiés respectivement en 1889, 1892 et 1894. Le Triomphe de la mort est donc le dernier de cette trilogie. Une trilogie qui va obtenir une réputation mondiale. Ces livres vont être traduits dans de nombreuses langues et D'Annunzio va devenir un des auteurs majeurs de la littérature italienne à cette occasion. Tant et si bien d'ailleurs que D'Annunzio, qui va devenir un petit peu l'otage de Mussolini par la suite, Mussolini qui va le mettre dans une prison dorée pour qu'il puisse servir son régime. Voilà, c'est malheureusement ce qui arrive quand on a une certaine notoriété, on devient parfois l'esclave des régimes dictatoriaux, même si D'Annunzio, au début en tout cas, était plutôt favorable à Mussolini, mais par la suite il va s'en désintéresser à un moment notamment où Mussolini se rapproche d'Hitler, ce qui n'était pas du tout le souhait de notre écrivain d'aujourd'hui. Mais bon, pour en venir à nos moutons, donc le Triomphe de la mort est donc un des romans phares de D'Annunzio. Et de quoi parle-t-il? Eh bien, il parle de Giorgio. Voilà. Alors Giorgio, c'est qui? Eh bien, Giorgio, c'est un jeune aristocrate italien. Il est beau, il est riche puisqu'il a hérité l'argent d'un oncle qui s'est suicidé, Démétrio. Et il mène une vie oisive en naviguant dans toute l'Italie avec sa petite femme, Hippolyta. Et donc il est au bras d'Hippolyta au début du roman, au moment où s'écrase devant lui un homme qui s'est jeté du haut d'une corniche. Donc voilà, il s'écrase sur le sol, sur les dalles. Donc le roman s'ouvre sur un suicide. Alors vous comprendrez que déjà en très peu de temps, on a un peu cerné la tonalité du livre, parce que le triomphe de la mort, un suicide plus un oncle suicidé qui file sa fortune au héros, on a quand même quelque chose de gratiné. C'est pas étonnant, l'auteur s'inscrit dans le mouvement décadentiste, qui est un mouvement littéraire et artistique fin de siècle, où domine cette ambiance morbide, la maladie, la noirceur, la dépression, tout cet aspect effectivement un petit peu inquiétant. On est en fin de siècle, il y a des bouleversements qui s'opèrent, il y a une inquiétude qui monte, et les auteurs décadentistes vont se faire un peu les reflets de cette inquiétude générale, de cette angoisse à l'heure d'entrer dans le XXe siècle. Et D'Annunzio, donc, avec le triomphe de la mort, nous sert un exemple assez marquant de cette tendance-là. Donc, Giorgio voit cet homme s'écraser, donc il ne prête pas plus attention que cela, mais en réalité, eh bien, tout le roman va être bercé par la mort, et en parallèle, donc, on va suivre la quête de Giorgio pour s'élever spirituellement et intellectuellement. Parce que notre Giorgio, il est presque parfait en fait, mais il a beaucoup de problèmes psychologiques. D'abord, il est marqué par une certaine culpabilité du fait d'avoir hérité de l'argent d'un suicidé. Déjà, ça pèse un peu sur lui. Mais en plus, il est déjà fragilisé par un mal-être constant. Il a un besoin, il cherche à s'élever, voilà, spirituellement et intellectuellement. Il cherche à s'élever de sa condition, qu'il trouve un peu pitoyable, voilà. Et il ne sait pas comment faire. Donc il va tour à tour se débarrasser de certaines choses, se charger d'autres, changer de lieu, changer d'entourage, pour tenter désespérément d'arriver à s'élever, avec un succès mitigé, on va dire.
Donc un coup il vit avec sa femme, un coup il va retourner dans sa famille en délaissant sa femme, un coup il va retourner voir sa femme en pensant que sa famille peut-être le bloque dans ce développement. Il va changer de lieu aussi, vivre en ville, vivre à la campagne. Donc il va essayer vraiment des solutions pour tenter de sortir de sa condition qu'il cause du mal-être. Et ben on verra s'il y arrive ou pas. Voilà. Mais le titre annonce un peu la couleur, pour ainsi dire. Donc un roman psychologique, hein, vraiment dans la plus pure tradition du genre, et un roman qui va être très tourné sur l'introspection et clairement centré sur Giorgio. Alors, est-ce que c'est un roman qui m'a plu? Eh bien ma réponse va être très partagée. Il y a des choses qui m'ont plu et d'autres qui m'ont moins plu, très clairement même moins plu. Qu'est-ce qui m'a plu dans ce roman? Eh bien déjà, l'écriture est superbe. Vraiment, l'écriture est magnifique. Si vous aimez les belles descriptions, en particulier les belles descriptions de l'Italie, vous allez être servi. Ce livre est un bijou. Il y a des images qui sont absolument fabuleuses. À un moment donné, il y a le héros qui donc vit dans l'arrière-pays. Il y a une paysanne qui débarque et elle fait une promenade et elle a ramassé des escargots qu'elle a mis dans son tablier. Et il y a une description qui montre que les escargots donc montent sur la paysanne, voilà, se répandent sur elle, sortent de son tablier, se répandent sur ses bras, sur son cou, voilà, avec leurs antennes, etc. Et donc elle est couverte d'escargots. Et c'est une image absolument saisissante, hein, la description est superbe. Et vraiment c'est un tableau, comme on en voit peu, hein. Et vraiment il nous apparaît devant les yeux et c'est superbe. Et il y a plein de moments comme ça dans l'ouvrage qui sont absolument fabuleusement écrits. Vraiment on a affaire à un écrivain et ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça se perd un écrivain pareil, on en a plus beaucoup et là vraiment c'est fabuleux. Alors ceux qui spamment devant Arnaud en disant c'est fabuleux, enfin je suis désolé, moi j'ai lu Arnaud il y a quelques jours, quand je lis ça je me dis mais comment elle a pu avoir le Nobel, D'Annunzio non quoi, c'est scandaleux, ça montre que la concurrence à l'époque était forte hein, pour que D'Annunzio ne l'ait pas à la place de certains autres auteurs. Alors vraiment non c'est absolument fabuleux, la littérature est magnifique. Et l'auteur écrit fabuleusement. L'ambiance aussi est magnifique. On a une ambiance très morbide. Mais pour moi, c'est une ambiance, vous voyez, morbide dans le sens où on a une belle rose qui sentirait le cadavre. Voilà, qui sentirait la pourriture. Mais c'est vraiment ce mix, on va dire, entre une esthétique à la fois très belle, très poétique, très onirique, et une présence comme ça lancinante de la mort qui s'insinue dans tout. Donc les personnages sont tous soit morts, soit malades, soit infirmes, soit pervertis de vices diverses. Tous les objets aussi sont plus ou moins abîmés, c'est-à-dire même ce qui est très beau a toujours quelque chose qui montre qu'il est à l'agonie ou qu'il est déjà au bord du gouffre, quoi. La chaise de salon va toujours avoir un pied bancal ou quelque chose comme ça. Oui, il y a toujours ce petit détail qui vient casser le côté merveilleux de la description. Donc vraiment c'est pour moi exactement le sentiment que j'ai enfin c'est le sentiment que j'aurais personnellement si je voyais une belle rose qui sentirait le cadavre. Il y a des fleurs comme ça qui sont magnifiques et qui sentent mauvais, en tout cas qui nous inspirent des odeurs pas forcément réjouissantes. Eh bien c'est le sentiment que j'ai en lisant ce livre, et l'ambiance du coup est véritablement atypique et le côté décadent est magnifiquement rendu. Donc très belle ambiance qui plaira pas à tous, mais une très belle ambiance que moi j'ai beaucoup aimée. Donc ça c'est quelque chose de positif. Le problème pour moi de ce roman, et c'est le problème notoire en fait de ce roman, c'est juste qu'il n'y a pas d'intrigue. Voilà, il n'y a pas de propos. Enfin, il y a un propos, mais il n'y a pas de narration. C'est pas mis en scène dans un cadre romanesque véritablement. Et c'est tout le problème de ce roman, c'est que c'est pas vraiment un roman en fait. L'auteur commence d'ailleurs son livre par une citation de Nietzsche. Et il va placer une grande partie de son roman sous le sceau, le signe de Nietzsche, en mettant dans l'esprit de son héros, donc Giorgio, beaucoup de réflexions qui se rapprochent des théories surhomistes de Nietzsche. Et donc on a affaire presque plus à un essai philosophique et à un roman philosophique. Et ça c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en lisant Le Triomphe de la Mort. C'est vraiment d'avoir affaire plus à un livre philosophique qu'à un roman. Et je dirais même que l'enrobage romanesque, ce qui pourrait en tout cas servir de prétexte romanesque au livre, hein, c'est vraiment cette coquille qui engloberait l'essai philosophique, n'est même pas vraiment un emballage romanesque, parce qu'il y a une vraie dimension autofictionnelle dans ce roman. En l'occurrence, lorsque le héros écrit ce livre, il a une maîtresse, Barbara, qui ressemble beaucoup à Hippolyta.
Il a une relation particulière avec cette maîtresse qui ressemble beaucoup à la relation particulière, passionnée et versatile qu'a le héros avec Hippolyta dans le roman. Et le personnage de Giorgio ressemble beaucoup en fait à D'Annunzio lui-même. Et D'Annunzio était un adepte des théories de Nietzsche. Giorgio, finalement, sans le savoir, parce qu'il ne le dit pas explicitement, mais sans le savoir, lui aussi, se rapproche de ces théories nietzschiennes. Donc, il y a vraiment une dimension autofictionnelle, et donc même dans la dimension romanesque, en fait, du livre, c'est presque une décalque de l'écrivain et de sa vie et de son entourage. Donc, je dirais que on a une dimension romanesque quand même qui s'efface, voilà, au profit de quelque chose de beaucoup plus philosophique et de beaucoup plus autofictionnel. Et de fait, on n'a pas vraiment d'intrigue, on n'a pas vraiment de récit. Le roman ne pourrait d'ailleurs pas avancer finalement si le héros n'était pas aussi versatile. Parce que le héros finalement, il change souvent d'avis, il change souvent d'opinion. Le roman avance beaucoup comme cela, hein, par le côté passionné et excessif du personnage principal. Donc un coup, il embrasse sa femme, c'est orgasmique. Le lendemain, il embrasse sa femme, il a l'impression d'avoir du poison dans la bouche. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc le roman avance beaucoup avec ce genre de revirements très passionnés, très excessifs. S'il n'y avait pas ces revirements-là, le roman patinerait un peu, hein, ça serait vraiment très redondant. Donc le héros change souvent de lieu aussi, ce qui nous offre à chaque fois de nouvelles descriptions très belles, mais ça change pas forcément le récit fondamentalement, quoi. Le héros est toujours dans cette quête sans résultat. Et donc pendant plus de 400 pages, ça fait long. Donc pour moi, ça a été vraiment le point gênant du livre, et vraiment j'ai lu ce livre par petites touches, vous voyez, par petits passages, par petits passages. D'habitude, je lis plutôt de façon assez nourrie, mais là, c'était vraiment petit passage par petit passage parce que c'était assez lent, et ça m'a beaucoup rappelé une lecture assez pénible que j'avais faite d'un autre roman psychologique, Adolphe, de Benjamin Constant. Autre temps, mais finalement la même chose un peu sur le fond, hein, quelque chose d'assez proche. Alors peut-être plus sur le romantisme, pour le coup, on était vraiment sur une relation amoureuse. Là, on est plus sur la quête personnelle du héros, hein. Les rapports avec Hippolyta sont présents, mais quand même une grosse partie centrale du livre se fait sans la présence d'Hippolyta et sans cette dimension amoureuse. Donc, mais ça m'a quand même rappelé beaucoup le déplaisir que j'avais pris à lire Adolphe, qui de la même manière était un livre plutôt très bien écrit, hein. Sur la plume, pour moi, il n'y avait rien à redire, mais le propos m'avait beaucoup déplu, enfin déplu. Oui et non, c'est-à-dire que en soi ça me déplaît pas, c'est la manière dont le propos est développé qui est pénible, très désagréable, parce qu'elle est trop lente, trop ennuyeuse. Moi j'aime quand il y a un emballage quand même narratif qui vient soutenir un livre. Comme je dis souvent, un livre, il faut qu'il soit émotionnellement fort, bien sûr, il faut qu'il soit instructif aussi, qu'on apprenne quelque chose avec un roman, il faut qu'on en ressorte avec un enrichissement à la fois émotionnel et instructif. Et en même temps, il faut qu'il soit divertissant. Et le problème, c'est qu'il y a des romans, semble-t-il, qui oublient cette partie-là. Et ah oui, pour tenir un lecteur en haleine pendant 400 pages, enfin quand j'entends en haleine, en tout cas, pour le retenir, pour retenir son attention, il faut que ce soit un minimum divertissant, c'est-à-dire qu'on ait un minimum de plaisir à suivre le livre. Si c'est un pensum, ça va être pénible. Alors, encore une fois, quand on se plonge dans une thèse, on s'attend un peu à ça. Quand on se plonge dans un essai philosophique qui annonce la couleur, on s'attend à quelque chose qui va être forcément assez austère, en tout cas pour 99% des gens qui ne s'y intéressent pas spécialement. Mais quand on se plonge dans un roman, on attend un peu plus qu'un essai philosophique un peu lourd. Et là, pour le coup, c'est ça. Alors la plume est superbe, c'est vrai, mais ça ne suffit pas complètement à effacer l'ennui qu'on peut avoir en lisant ce livre. Voilà mon avis sur Le Triomphe de la mort de Gabriele D'Annunzio. C'est un petit peu dommage, je trouve, de ne pas avoir complètement adhéré à ce livre, parce que c'est quand même un auteur majeur de la littérature italienne. J'aime aussi le décadentisme, malheureusement pour moi. Clairement, l'auteur est passé un peu à côté par une dimension philosophique beaucoup trop marquée, qui s'est faite au détriment en plus de la dimension romanesque. C'est dommage. Mais après, moi, je ne suis pas non plus un grand consommateur de romans psychologiques. Si vous aimez ça, romans psychologiques, romans philosophiques, pour le coup, vous serez sans doute gâtés. Voilà donc mon avis.
Je ne conclurai pas cette vidéo sans dire que ma prochaine vidéo ne sera pas une chronique littéraire, mais sera une petite surprise. En tout cas, j'annoncerai plus exactement une petite surprise que je vous réserve au sujet de la petite Dame Sens et autres récits qui, comme vous le savez, est l'une de mes œuvres. Et donc, je réserve une petite surprise qui devrait arriver avant la fin de l'année. Enfin, fin de l'année, ça c'est assuré. Mais avant la fin de la semaine, ce serait encore mieux. Mais je pense que ce week-end, je ferai une annonce autour de cette petite surprise et autour donc de la petite Dame Sens, en espérant évidemment qu'elle vous plaira. Voilà. Et puis on reprendra les chroniques littéraires après coup. Voilà, je vous dis à bientôt. Donc à ce week-end. Et d'ici là, portez-vous bien.